relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Canal+, Charles Bietri, Basile Boli buteur lors du Classico de mai 93 dans un match inoubliable, extraordinaire. Vous savez pourquoi il a tenté cette tête plongeante d'abord? Parce qu'il voulait les cartonner Ricardo. Qui avait mis un coup à Bokchik. Exactement, il a fait tout le terrain pour lui mettre un coup de tête. Extraordinaire, il va la chercher en bas, c'est dingue. Match joué au lendemain de la victoire olympienne face au Milan AC en Ligue des Champions, Coupe des clubs champions à l'époque. Azedine et Antoine, on va plonger avec vous dans votre livre écrit à 4 mains, OM premier pour toujours, je remonte à la caméra, publié aux éditions Larousse. Est-ce que vous êtes tous les deux nostalgiques de ces classicos de folie? Alors, il y a des grands matchs comme en 93, il y a des matchs beaucoup plus rugueux comme en 92 par exemple. Est-ce que ça vous manque? Moi, j'aime bien ce foot-là, ouais. Je viens du rugby, donc il faut, quand ça castagne un petit peu, c'est toujours un petit peu mieux. Non, surtout il y a une nostalgie parce que c'est l'époque à laquelle on s'est ouvert au football. On a 39-40 ans tous les deux. Donc si on fait le rewind, on est dans les années 90, pile quand les deux clubs sont extraordinaires tous les deux. Du coup, oui, il y a quand même une saveur différente de se dire qu'on va écrire et parler de Jean-Pierre Papin, de Chris Weddle, des Rails, voilà, de tous ces personnages-là qui ont fait grandir le football dans l'enfant qu'on était et qui est devenu un adulte et qui aime aussi le football d'aujourd'hui, mais voilà, qui a pris racine à cette époque-là. Asdine, c'était mieux avant? Non, c'était différent. Moi, je ne veux pas tomber dans la nostalgie parce qu'il y a eu cette période incroyable, tapis contre Deniso et Canal, Ginola sous les crampons de Dimeco. On a connu Boli. Moi, j'adorais Georges Weah. C'était franchement un joueur fantastique. Et le PSG, je pense, c'est le meilleur joueur que Paris. Bon, ça, c'est goût personnel. Mais après, on a eu à chaque fois des grandes histoires et même des matchs, même le 0-0 des minots qui viennent au PSG. Et Pape Diouf, il a cette idée, on n'aura pas de supporters, on va amener l'équipe B. Il y a toujours une histoire. Ronaldinho aussi, c'était incroyable quand on est supporter. 3-0 voilà, à bien sûr. Marseille. Franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur, mais ça doit être fantastique quand on est supporter du PSG. Zlatan aussi, il a bien. Oui, Zlatan, oui. Zlatan, il a fait mal. Paoletta, c'est le but de Paoletta. Voilà. Et l'année dernière, quand on gagne avec Thauvin, pour nous, c'était une libération à la fin d'un supplice, en plein colis. Il y a toujours une histoire différente. Et je pense que même si on regrette cette période un peu virile et tout, sans violence, c'est pas mal aussi. Voilà, un peu de virilité, mais pas non plus. Parce qu'il n'y a pas eu de carton rouge. La fameuse boucherie, on se demande comment il n'y a pas eu de carton rouge. Alors, vous insistez sur les statistiques qui sont indiscutables pour placer l'OM tout en haut du podium. L'OM compte un nombre de records très important, du plus grand nombre de victoires, du plus grand nombre de matchs en première division. Premier club aussi à atteindre la barre des 1000 buts, j'en passe, et des meilleurs. Est-ce que c'est ces records qui fondent finalement l'attachement tout particulier aux quatre coins de la France à ce club, ou c'est autre chose, la région, la province contre Paris? Moi, je pense que Marseille est un club très populaire parce que c'est un club qui a un très grand public, vraiment. Je pense que, hormis ce qu'on disait tout à l'heure, quand le public est pas cadré, parce que ce public, il a besoin d'exulter, de faire la fête, de participer et de pousser son équipe. Je pense que c'est ça qui rassemble déjà Marseille et tous les supporters à travers la France. Et puis, c'est une équipe qui est ancrée dans l'histoire du football, qui a vécu pendant 120 ans une histoire incroyable et qui, justement, à toutes les époques, a su marquer de son empreinte le football français. C'est le premier club, on le disait, de province à avoir gagné la Coupe de France en 1924. Avant, le football était concentré à Paris, historiquement, mais ça fonde aussi l'histoire de l'OM. Alors les supporters justement et la pression, on a parlé beaucoup du stade tout à l'heure et de l'ambiance hier soir, pression du Vélodrome sur les adversaires bien sûr, mais aussi sur les joueurs. Il y a une anecdote qui est assez sympa dans le livre, celle de Jérôme Alonso pour son premier match. On est en 95, je ne sais pas lequel de vous deux. Ah ouais, Jérôme Alonso, il est là et il vient d'arriver au club et puis il a une pression pour succéder énorme. À Barthez. Exactement, pour succéder à Barthez, il a cette pression d'être le successeur. Dans le vestiaire, il se sent tout petit. On a un gardien à côté de nous, il faut le préciser. Tout à fait, donc j'écoute attentivement. Voilà, et puis le match se passe pas comme il voulait et puis en fait il se dit c'est tout, je vais faire un match et puis je vais me casser du club et puis le foot c'est fini pour moi et puis voilà, puis en fait
il décide de faire du Jérôme Alonso et puis il lance sa carrière comme ça, et avec la pression des supporters évidemment, avec la pression du club. Et puis c'est une histoire fantastique pour lui parce que c'est le club qui le révèle complètement, quoi. Pour venir au PSG ensuite. Ouais, exactement. D'ailleurs. Et dans le même genre de... Je crois que j'avais plus le droit d'en parler. Pour ça, j'ai essayé d'être sage. Ouais, attention, pas trop de paris. Dans la même logique, c'est Robert Pires qui raconte ça lors d'un chapitre qu'on consacre à la fameuse remontada contre Montpellier. Parce qu'à Paris, vous, le mot remontada, il est négatif. Nous, il est très positif. On l'appelait pas remontada à l'époque. C'est vrai, on a accueilli la semaine dernière Sheriff Guémor qui publie justement un livre sur les remontadas. Il y a 4-0 à la mi-temps. Il faut savoir que c'est un Marseille hyper ambitieux. On vient de gagner la Coupe du Monde en 98. Il y a Blanc, il y a Pires, il y a Dugarry, il y a Ravanelli. Il y a une équipe monstrueuse pour la Ligue 1. Et Marseille, il y a du gars qui est pas content d'être sur le banc. Exactement. Qui dit à Courbis, je suis sur le banc, je suis champion du monde. Il fait, je suis content pour toi. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il ne le fait pas rentrer tout de suite, même après le 4-0. Il mettra un petit doublé quand même. Voilà, comme ça, Mais il s'est créé cette tension. Et Pires, quand il y a 4-0, il me dit, mais il a jamais entendu, il m'a dit autant de sifflets, on s'entendait pas. Il dit, ils vont nous tuer. Ils m'ont dit, moi je regrette d'être venu ici. Ils pensent ça à la mi-temps. Et à la fin du match, c'est lui en plus qui provoque le penalty qui permet de gagner 5-4. Et là, il dit, en fait, je sais pourquoi je suis venu ici. Je suis venu pour vivre ça. Voilà, et c'est exactement ça, c'est cette folie du public. On l'a appelé ce chapitre le jour où la terre a tremblé. Ouais, et puis c'est à toutes les époques, hein. Tu le disais à cette époque-là, mais quand tu remontes un peu plus haut avec Gransart, etc., qui montait dans les tribunes parce que les mecs l'insultaient, parce qu'il était nul, etc., c'est pareil. Hein, c'est l'ancêtre de Cantona, dites-vous, dans le livre. Exactement. Il est monté dans les tribunes pour essayer d'attraper un gars qui lui avait un peu mal parlé. Alors il y a un autre classico qui est entré dans l'histoire. Nous sommes en novembre 1997. Ravanelli. Et là, il accélère encore une fois. Fabrizio Ravanelli n'aura pas beaucoup de soutien. Il faut qu'il conserve ce ballon face au pressing de Rabé. Il est passé. Ouais. Il peut s'entrer en retrait. Il y a Camara. Penalty. Dans la surface de réparation. Penalty. Le petit point blanc indiqué par Monsieur Puyalt. Oh, il est fort pour ça. Ah oui, il est fort. J'étais sur la il est fort. Il est fort. Et c'était une Il est très soirée fort. assez extraordinaire. Se créer un penalty tout seul, c'est magique. Il y a une anecdote très drôle dans le livre que vous rapportez de Grégoire Margoton qui commande pour la première fois ce soir l'Ouest sur Canal+. C'est son premier classico. Et ça se passe pas très bien à la fin du match. Ouais, c'est son dépucelage, quoi, en fait, pour un classico. Il me dit en off, il me dit, on est un peu dans une guerre de service. Là, on me propulse, alors que c'était Thierry Gilardi qui devait commenter. Alors qu'on entend Thierry Gilardi dans les extraits. Il est sur le terrain. Gilardi est sur le terrain. Et c'est Margoton qui commente ses billets, dans un truc un peu interne, Canal+, je sais pas quel jeu politique entre eux. Et là, il se trouve propulsé. Et donc, il commente. Et là, on l'entend effectivement. Il dit jamais. Est-ce qu'il y a simulation? Il tombe, il dit il joue bien le coup. Et il y a Olivier Rouillet derrière, on a coupé, mais qui dit il a sifflé penalty, on va rien dire. Voilà. Et donc là, on sent qu'il mais quand même, ils anticipent. Moi, je trouve qu'il joue bien le coup en fait avec le recul. Il joue quand même pas Margoton, il joue bien le coup. Et là, donc il va. Il y avait une tradition à l'époque quand il y avait les VHS, les enfants qui nous écoutent, c'était des grandes cassettes qu'on mettait dans un magnétoscope. Voilà. Vous ne connaissez pas tous ces objets. Et donc la tradition, c'était de donner, le commentateur venait donner la bande à l'équipe qui recevait, voilà, le PSG. Et là, il y a Denisot qui le reçoit dans le vestiaire et qui lui dit bon, ça y est, tu les as, hein, tes vacances à Marseille. Et là, il comprend pas. Et en fait, il comprend que en réfléchissant après coup, qu'en fait Denisot lui reproche de ne pas avoir été assez ferme dans le commentaire et de ne pas avoir créé la polémique en disant il y a vraiment simulation, tout en sachant qu'on ne sait toujours pas s'il y a faute ou pas. Ah, on sait, hein. Pour moi, c'est très clair. Il y a simulation. Il y a auto-crochet. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un s'auto-crocheter. Alors, c'est un grand débat. Il n'y a plus de débat. Ravanelli, et c'est marrant parce que Ravanelli est traumatisé. Il n'a pas voulu répondre. Donc, on a fait le portrait de lui et de cette histoire sans lui. Et d'ailleurs, récemment, on voit une vidéo dans le match des légendes. Tout à fait, exactement, je l'ai vu. Mais on voit qu'il n'a pas digéré. En fait, nous, on pense que il a eu tout le monde, il est content. Ça l'a plombé psychologiquement pendant longtemps, plusieurs mois, et Courbis. Ravanelli, qui, vous le rappelez, c'est important, était le plus gros transfert de l'époque, 50 millions de francs. Et ça, oui. C'est vrai que je vois, ça fait sourire
les supporters parisiens. 50 millions de francs pour eux, c'est le short de Messi. Nous, c'était non, c'est vrai que c'est Danilo Pereira. C'est Danilo. Eh oui. Alors Azine, j'ai découvert en préparant cette interview un article paru sur le site de SoFoot que nous avions une passion commune. Écoutez, on en parle juste après. Les lucarnes de Bruno Martini et Guillaume Varmuse seront nettoyées à quelques jours d'intervalle. Pas de doute, Jean B est le roi des missiles à longue portée. Vous êtes donc fan d'Amada Chambé? Ouais. Pourquoi? Ouais. Alors déjà, j'étais arrière latéral, ce qui n'est pas forcément un signe du meilleur niveau dans l'équipe. Antoine, vous avez joué Moi, j'ai été d'abord libéraux et ensuite je suis allé. J'ai terminé gardien sur le. La deux gardiens donc. Asdine sur Jean B. Non, alors déjà oui, il y a cette passion un peu du latéral qui c'est jamais le plus technique, hein, un peu le plus besogneux, c'est pas forcément le plus rapide. En tout cas en France, on a cette culture du latéral qui est pas le meilleur qu'on met sur le côté. Et puis c'était la période aussi symbolique où Marseille, alors là ils étaient remontés, mais là c'est quand même une période de saison en Division 2, en D2, et Jean Bez faisait partie de ces joueurs du cru, un joueur d'origine comorienne à Marseille qui a toujours adoré aimer son club, jouer à fond. Avec les Libras, les marqués. Exactement. Il y a Ferreri, Cascarino. Alonso, il avait fait aussi, il avait joué. Ouais. Et en l'espace de quelques jours, il met 2 buts stratosphériques, 2 frappes en dehors de la surface, et il était rentré ce jour-là dans le cœur des Marseillais, d'un simple latéral de D2 devenu le canonnier marseillais. Et puis Marseille, c'est évidemment la devise droite au but. Et puis c'est de grands attaquants. Alors Antoine, supporter parisien, mais peut-être que tu as un. Est-ce que c'est Papin? C'est Papin, oui. Papin tout en haut. Moi, oui, largement. Escobar juste derrière quand même, hein, parce que c'est un peu plus lointain, mais faut pas oublier quel joueur ça a été. Mais Papin, oui. Et puis c'était un vrai plaisir de pouvoir l'avoir dans le livre. Il a été hyper généreux. Il a donné beaucoup de temps à tous les deux pour l'écriture du livre. Pour moi, c'est le numéro 1. Moi, je vais essayer de citer. Boksic, peut-être? Ouais, là, j'ai commencé par Alan Boksic. Pour moi, c'était l'incarnation de l'attaquant moderne. C'est la première fois. Alors, Papin, il avait un style, il était rapide. Donc, on est en 92-93, année de la Ligue des Champions. Exactement. C'est l'attaquant qui porte l'OM quand même en finale de la Ligue des Champions. Il était puissant, rapide. Et évidemment, toujours, éternellement, Fabrizio Ravanelli. Ça, pour moi, ça restera. Bah oui, mais c'est. Moi, il m'a fait rêver, voilà. Pied gauche de feu. Et puis, il y a peut-être lui. 2, normalement. Déjà 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Déjà 2 fois. Oui. J'ai pas touché. Brandao. Ben, je l'ai mis dans l'équipe pour remplacer. Bon, mais Brandao. Il a marqué en Ligue 2. Attends, on parle du mec qui a mis un coup de tête à Thiago Motta, c'est ça? Non, c'est Thiago Motta qui lui a mis un coup de tête, excuse-moi. On parle du mec qui a envoyé Marseille en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à un contrôle du dos à San Siro. Il a envoyé à Milan. Ta phrase est tellement honteuse. Il a mis un but du dos à San Siro. C'est honteux ce que tu dis. Et moi, ça c'est Marseille. Brandao, c'est Marseille. T'achètes un joueur brésilien, qui est un nom brésilien, mais qui joue comme un anglais ou un allemand. Et c'est fantastique. Qui joue en Ukraine, c'est ça qui venait du Shakhtar, ouais, exactement. Et moi j'adorais Brandao. OM premier pour toujours, c'est publié chez la